D'abord, je vais prendre ma casquette politique confédérale. J'avais un grand espoir jusqu'au 17 avril de réussir à avancer sur le burn-out, sur la reconnaissance en maladie professionnelle, puisque je participe dans le cadre du COCT, qui est la Commission d'orientation des conditions de travail, au groupe de gouvernance où on met en place les projets qui vont être travaillés sur 2015. Quand on avait créé ce groupe de gouvernance où il y a la Direction générale du travail, les partenaires sociaux, patronaux et syndicats, on avait en conclusion émis l'idée que la commission spécialisée maladie professionnelle était en état permanent de dysfonctionnement. Les gens de la DGT nous avaient dit oui, c'est un ring de boxe, on ne peut plus travailler dans cette commission. Donc, dans le groupe de gouvernance, il avait été dit que les partenaires sociaux réfléchiraient sur la réouverture de cette commission et sur une nouvelle façon de travailler sur la création des tableaux de maladies professionnelles. Donc, moi, je suis arrivée au 17 février à cette réunion. Le thème étant sur quoi allons-nous travailler en 2015, optimiste, et j'ai proposé, dans un premier temps, qu'on travaille sur la prévention du burn-out. Et ensuite, qu'on propose de réfléchir dans le cadre de cette commission numéro 4 à l'ouverture, à la création de tableaux de maladies professionnelles, puisque les psychiatres, et tu l'as dit, avaient jusqu'à présent bien établi ce qui pouvait être déclaré. Et du côté du MEDEF, j'ai eu un refus, ce qui ne m'étonne pas. Les employeurs ont dit, mais on accepte déjà de travailler sur la prévention du burn-out, alors en plus, vous n'allez pas nous mettre de la réparation. Bon, ça, c'est habituel. Mais alors, de l'autre côté, du côté syndical, il y a eu un silence exorbitant. Aucune des autres organisations syndicales représentatives qui étaient présentes ne m'a soutenue. Et je le dis ici, et je l'ai dit aussi quand j'étais au colloque sur le burn-out. Bon, c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait que la CFE-CGC qui soit porteuse de cette demande. Donc, contre 9, évidemment, le projet, il n'a pas été retenu parmi les projets de travail. Ce qui fait que la réouverture de ce tableau ne sera pas à l'ordre du jour, sauf s'il y a des pressions supplémentaires. Donc, reste à trouver les moyens de pression qui sont pour moi médiatiques. C'est vrai que les journalistes, c'est un sujet très porteur médiatiquement, ce qui me va bien parce que généralement, quand ils veulent aborder le sujet, ils reviennent vers moi. Donc, c'est porteur aussi pour la CFE-CGC. Il n'y a que les médias, je suis désolée, mais pour le harcèlement moral et pour les suicides, ça n'a commencé à fonctionner que quand les médias ont repris les affaires. C'est qu'avec l'histoire des suicides France Télécom qu'on a commencé à bouger. Donc là, c'est pareil. Moi, je compte sur les médias. Les politiques, ils ont commencé à agir un petit peu, puisqu'il y a eu une demande de sénateurs et puis 30 députés qui ont fait un appel à ouvrir par le biais de la législation, mais ça n'a pas été plus loin. Un dernier espoir qui remonte à la semaine dernière, alors là je ne suis pas juriste et je n'ai pas révisé mes notes, pour un fonctionnaire, je crois que c'est le Conseil d'État, qui a reconnu que la pathologie de la salariée pouvait être due à un épuisement professionnel. C'est la première fois qu'une instance importante écrit le mot épuisement professionnel. Donc c'est déjà un petit début. Maintenant, après, il faut que ça aille plus loin. Alors ça, c'est pour le côté ma casquette syndicale. Moi, je suis là complètement pour me battre. Jean-Claude dit que je suis découragée. C'est vrai que je ne sais plus comment y aller, mais je pense que dans mes idées, c'est d'interroger avec Carole les autres organisations syndicales. Donc ça, c'était pour ma casquette politique et syndicale. Je vais reprendre mon autre casquette de médecin et pour voir un peu avec vous comment on peut arriver en état de burn-out. Parce que ce qui compte pour moi maintenant, c'est la réparation, bien sûr, mais la prévention. Donc la prévention, elle doit être collective. On doit tous être vigilants à ce qui se passe autour de nous. Mais pour être collectif, encore faut-il savoir ce que c'est vraiment que le burn-out au point de vue médical et quels sont les signes. Donc je vais reprendre quelques explications purement médicales et hormonales. Quand on est en état de stress aigu,
Les hormones de stress aigu sont faites pour être hyper motivées, hyper stimulées pendant un tout petit temps. Donc on va sécréter de l'adrénaline et on va être hyper puissant, hyper costaud, hyper énergique pendant à peu près 5 minutes. Le temps de traverser la rue très vite, c'est le stress de survie. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, pour la survie, mais on ne peut être en état de stress aigu que 5 minutes, 10 minutes, tous les 10 jours, le temps de refaire son taux d'hormones. Quand on arrive au travail, la peur au ventre tous les jours, on n'a plus assez d'adrénaline. Donc on va sécréter du cortisol. Et c'est ce cortisol qui va être pathologique. Le cortisol va pénétrer dans tout l'organisme, et notamment dans le cerveau, et dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, il a un double rôle. C'est l'endroit de la mémoire, c'est la carte dure de l'ordinateur, mais c'est aussi l'endroit qui va contrôler l'amygdale cérébrale, qui est la petite partie du corps qui s'intéresse aux émotions, qui régule les émotions. Ce qui fait que quand votre corps est inondé de cortisol, quand votre cerveau est inondé de cortisol, vous avez l'amygdale cérébrale qui pète un plomb, c'est le cas de le dire, et qui n'est plus régulée correctement par l'hippocampe. Ce qui fait que les personnes qui sont en stress chronique, au niveau des émotions, elles ne vont plus savoir gérer leurs émotions. Elles vont avoir, et ça, c'est ça que vous allez voir autour de vous. Vous allez avoir des gens qui sont irritables, agressifs, qui pètent des plombs, et puis qui, par d'autres moments, vont être complètement déshumanisés, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir de réaction, ils vont être complètement indifférents, empathiques. Mais à tour de rôle, c'est-à-dire que sans savoir pourquoi, ils vont avoir des crises de sanglots, et puis le lendemain, il peut se passer quelque chose de très grave dans l'entreprise et ils n'auront aucun sentiment. Mais ça, c'est parce que leur amygdale cérébrale n'est plus en état de fonctionnement. La deuxième chose que vous allez voir, c'est le cerveau étant envahi de cortisol, il n'arrive plus à faire la régulation et dans votre cerveau, les neurones vont éclater. Le cortisol, c'est comme quand on est sous cortisone, donc on sait qu'on demande aux gens de manger sans sel. Quand le corps est inondé de cortisol, les neurones éclatent, les neurones et d'autres cellules, ce qui fait que les gens qui sont en burn-out vont avoir des troubles de mémoire, de concentration, de créativité, ils vont faire plein de conneries. Donc ce qui va, en plus, comme ils s'en rendent compte, ce qui va faire qu'ils vont être encore plus irritables et agressifs. Donc c'est une boucle infernale. Plus ils sont stressés, plus ils vont être en défaut de concentration et plus ils vont faire des erreurs. Ça, c'est ce que vous verrez. Mais comme eux, ils le sentent aussi, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Ils voient qu'il y a des jours où ils pètent les plombs, des jours où ils n'ont plus de sentiments. Donc, ils vont eux-mêmes se mettre en retrait et ils vont s'isoler. Et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux parce qu'ils disparaissent de l'entreprise. Ils sont les gens qui étaient hyper actifs, hyper présents. Ils restent à leur bureau, ils ne se font plus parler d'eux, ils sont complètement isolés du groupe, ce qui fait que vous allez les perdre de vue. Donc déjà, moi, c'est un bon signe. Quelqu'un qui était bien présent dans votre groupe de travail, dans votre section syndicale, il est à son bureau, il travaille, il fait de l'hyperprésentéisme, mais il est complètement isolé. Ça veut dire quelque part pour vous, dans votre tête, alarme, qu'est-ce qui se passe, hein? Et la troisième chose, c'est la dévalorisation. La personne se rend compte qu'elle n'y arrive plus, qu'elle est capable de rien faire. Donc elle s'en veut beaucoup. Et effectivement, on en arrive à des dépressions, hein. Donc ça, c'est les signes que vous allez voir. La personne, en plus, elle va ressentir plein de choses, mais qu'elle ne vous dira pas, sauf si vous allez vers elle. Elle a une hyper-fatigue, elle arrive plus, elle roule à 0 à l'heure, elle a plus d'hormones au bout d'un certain temps. Le cortisol, l'organisme n'arrive plus à en sécréter. Donc elle roule sans hormones. Donc elle est épuisée physiquement et émotionnellement. Ce qui fait qu'elle n'a plus d'énergie. Elle a une fatigue extrême. En opposition avec je suis fatigué, je vais partir en vacances, ça va aller mieux. Quelqu'un qui est en état d'épuisement, la nuit, il ne dort pas, mais les nuits, il n'arrive pas à récupérer, les vacances non plus, rien n'y fait. Il est épuisé pour tout, pour la vie professionnelle, mais aussi pour la vie familiale, pour les sorties, pour la vie sociale, hein. C'est un épuisement général. Il continue à être hyper investi dans son travail, ce qui fait qu'il y va quand même. Généralement, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, il en redemande une couche, donc il se remet une couche de travail. Il n'y arrive pas, mais il en veut encore à nouveau, hein. Ça c'est dans sa vie, dans son corps, il va ressentir plein de choses sur tous les points de vue, digestif, hypertension, problèmes cardiovasculaires, mais ça, vous le verrez pas, hein.
Donc, à mon avis, pour faire de la prévention du burn-out, c'est à nous, et là je pense qu'on a un rôle en tant que syndicaliste et qu'être humain, de vraiment regarder ce qui se passe autour de nous, hein, auprès de nos collègues. Moi, je le dis en tant que CFE-CGC, dans nos sections syndicales, parce que je suis persuadée que nos collègues syndicalistes sont les premiers à être sujets au burn-out, parce qu'ils sont hyper investis dans leur travail, ils sont hyper investis émotionnellement, dans les émotions, et puis en plus, ils n'ont généralement pas beaucoup de reconnaissance. Donc c'est vraiment la population à cibler pour nous. Les élus, les IRP sont vraiment des populations qui sont énormément à risque. Et je pense que vous en avez autour de vous. Donc après, une fois que vous sentez que les gens sont mal, sont en burn-out, je pense qu'il faut agir avant que ça soit trop tard. Tout à l'heure, avant de rentrer, je bavardais avec une collègue qui me disait, j'ai un de mes collègues délégués syndicaux qui est en burn-out, je voudrais savoir ce qu'on peut faire pour lui. Ok, mais je pense que c'est avant qu'il faut qu'on agisse. On a un rôle d'action, vraiment de vigilance. Comment je fais pour que mon collègue qui n'est pas bien, qui est forcément dans le déni, parce que quand on est comme ça, c'est une autre particularité du burn-out, la personne est consciente de ce qu'elle le vit, mais elle ne l'a pas vraiment conscientisé totalement. C'est-à-dire qu'elle le sait, mais elle le refuse. Si vous abordez le sujet avec elle, en lui disant « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu as pété un plomb ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle va être complètement dans le déni. La façon de l'aborder, c'est établir un moment privilégié avec cette personne, être en empathie avec elle, dans un lieu où on peut établir une alliance, dans un lieu de convivialité, et puis lui faire comprendre qu'on fait attention à elle, et savoir maîtriser ce que j'appelle le silence, c'est-à-dire donner la parole à la personne et lui laisser un espace pour qu'elle parle. Et généralement, ça marche. Hein. C'est ce qu'on fait à la CFE-CGC. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont fait un stage avec moi, avec mon secteur. C'est ce qu'on apprend. Comment j'arrive, avec une personne que je sens en état de pré-burn-out, à créer un tel lien que la personne puisse le conscientiser. Alors moi, en tant que médecin du travail, c'est quelque chose qui est un peu plus facile. Je suis comme les autres confrères de Tours, je vois beaucoup de gens en état de pré-burn-out. Dans la population, alors avant j'avais tendance à dire dans la population médico-sociale, maintenant je dirais dans l'encadrement et même dans l'encadrement non plus intermédiaire mais de direction. Dernièrement j'ai eu 2 directeurs d'établissement que j'ai fait mettre en arrêt de travail dans un premier temps et à mon avis qui ne reprendront jamais. Et c'était des directeurs d'établissement, donc des gens, des cadres supérieurs. Et bon, c'est facile, je suis médecin. Généralement, quand je les vois, je crée un blanc, et puis je leur dis, pour moi, ce que vous me décrivez, c'est du burn-out. Vous êtes en état d'épuisement. Je dis plutôt épuisement professionnel. Vous êtes en état d'épuisement professionnel. Ça crée un trouble à la personne. Je laisse le silence. La personne dit oui, docteur, vous avez peut-être raison, mais de toute façon, c'est mon boulot, il faut que je le fasse, ils ont besoin de moi, il y a telle échéance, il y a toujours un truc. Hein. Forcément, je suis toute seule, puis en plus, souvent, c'est vrai. Hein. Mon sous-directeur, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, mon sous-directeur vient de péter un plomb, donc je suis toute seule. Raison de plus pour que la directrice soit encore plus en burn-out. Donc, je la laisse dire, je dis, OK, j'entends, vous avez besoin d'être dans l'entreprise, OK, ce qu'on fait, je vous mets apte, mais on passe un deal entre tous les deux, je vous revois d'ici un mois. Et je vous reconvoque d'ici un mois et vous venez. Généralement, la personne accepte. Souvent, elle m'appelle avant un mois en disant on peut prendre rendez-vous. Et quand je la revois, en fait, la personne, je l'ai aidée à prendre conscience. Elle le savait, hein, mais accepter de dire je suis en épuisement professionnel et j'arrive plus à avancer, c'est s'effondrer. C'est à ce moment-là que les gens s'effondrent, c'est quand ils en prennent vraiment conscience. Et à cet état-là, pour les cadres pour qui c'est arrivé, pour l'instant, ils sont en arrêt de travail. Mais vu leur niveau de management, je pense qu'ils ne reprendront jamais dans l'entreprise. Donc, soit ils vont faire une rupture conventionnelle, soit c'est encore quelque chose qui va être déguisé. Et alors, déclarer quoi? Ils se mettent en arrêt de travail, ils ne vont pas avoir le droit aux 25% d'IPP, donc ils sont en maladie. Donc, et les deux, c'est dans la même association. Donc moi, qu'est-ce que j'aime, moi, en tant que médecin du travail, en plus, pour dire, vous êtes dans votre association en train de détruire
vos dirigeants et même le DRH qui est venu me voir dernièrement. J'ai rien, moi, j'ai aucune bille. Parce que je ne peux parler à titre collectif que si j'ai des billes en accident de travail ou en maladie professionnelle. Je ne peux pas aller voir une entreprise en disant « j'ai vu un de vos responsables qui fait un burn-out, je suis lié au secret ». Donc c'est très embêtant pour les médecins du travail de ne pas pouvoir... parce que logiquement, on a un devoir d'alerte. Mais pour avoir un devoir d'alerte, il faut avoir des chiffres objectifs. Donc effectivement, il y a le biais de l'accident de travail, mais pour qu'il y ait accident de travail, il faut qu'il y ait une rupture brusque dans le travail. Donc là, pour ces cadres-là, je ne l'ai pas pour l'instant. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça le broyeur silencieux. Le cadre, le manager s'en va, il est en arrêt, et puis après, il ne fait plus partie de l'effectif. Et puis, ni vu ni connu, ça arrive à 5, 10, 15 personnes dans l'entreprise à tour de rôle, et personne ne bouge. Et le CHSCT, il a l'impression, il le sait, quoique pour les managers de direction, je ne suis pas sûre qu'ils le sachent d'ailleurs. Mais pour les intermédiaires, ils le savent, ils savent bien que les gens ont été épuisés par le boulot. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de chiffres, on ne peut pas objectiver cela. Et c'est dommage. Et je pense que là, moi, je crois qu'on aura intérêt tous à travailler ensemble, c'est sur la prévention du burn-out. Alors, je comptais beaucoup sur le document de la DGT, qui a tellement tardé à sortir, parce qu'il faut savoir que ce document, il a été rédigé en juin. C'est un document de 5 pages. Ils ont mis 7 mois pour qu'il puisse sortir. Je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir une bombe là-dedans. Bah, quand je l'ai lu, puisque Jean-Claude me l'a montré, il n'y a vraiment rien dedans. Mais le fait que la Direction générale du travail fasse un document sur la prévention du burn-out, ça veut dire que qu'on va être autorisé maintenant dans les entreprises à en parler officiellement, à mettre ça à l'ordre du jour des CHSCT, en disant, vous voyez, même la Direction générale du travail veut qu'on parle du sujet. Et je crois que c'est qu'ensemble, avec les RH et les directions, qu'on va avancer sur le sujet. Et pourquoi j'y crois ? Parce qu'un salarié qui est en pré-burn-out, ben finalement, c'est de l'argent perdu pour l'entreprise, parce qu'il est tellement dans le mal-être, il est tellement peu créatif, il arrive tellement peu à travailler, c'est qu'il mériterait, mais entre guillemets, même pas son salaire, parce qu'il n'arrive pas à travailler. Donc l'entreprise perd de l'argent avec ses managers. Ils perdent de l'argent, et comme le burn-out est très long à se dégrader pour aller jusqu'à l'épuisement professionnel ou au pétage de plomb, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, eh ben, ils ont en entreprise des gens qui sont hyper présents, mais qui n'arrivent pas à travailler. Donc l'intérêt de l'entreprise, ça serait de faire de la prévention pour les faire prendre en soin le plus tôt possible, parce que, à mon avis, une personne qui est en pré-burn-out, quand elle en prend conscience, elle est capable, avec un arrêt de travail de petite durée, d'1 mois, 2 mois, en étant pris en charge par des psychologues du travail qui vont travailler sur ce que pense le salarié de son idée, de sa grande idée du travail. Je suis très fort, je fais tout le travail qu'on me donne, je ne délègue pas. C'est ce genre de sujet qu'on peut travailler avec une personne avant de la remettre au travail. Donc là, le salarié s'en sortira. Une fois qu'il a passé l'état de burn-out, à mon avis, c'est terminé. Et il pourra reprendre son travail dans l'entreprise si on le remet dans la même fonction en lui disant tu travailles à mi-temps. De toute façon, il sera toujours en surcharge de travail. S'il n'a pas changé son approche de travail, les choses se reproduiront. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui sont retournés à leur poste et ça a été un échec. Ils ont rechuté en burn-out et en choses beaucoup plus graves. Donc, la solution, et c'est ce qu'on va faire maintenant ici, en attendant d'avoir de la réparation, mais ce n'est pas un résultat en soi. Réparer le burn-out, l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au sein de la CFE-CGC, auprès de nos élus, auprès de nos instances, pour que tous ensemble, on arrive à convaincre nos DRH, nos directions qu'il faut faire de la prévention du burn-out. Je pense qu'on va y arriver. Je suis beaucoup plus optimiste sur ce sujet-là que sur la réparation.